Donc, je suis ici à Tchauceta. Et sur notre droite, là, on peut voir, si on tourne un peu la caméra, un paysage assez particulier, qui est un peu le même depuis le col de Iparlatse, c'est au-dessus de l'Antabat. C'est un paysage un peu, j'allais dire, un peu relique. C'est un paysage où on a un peu comme dans les forêts du sud, du grand sud, j'allais dire, la déesse espagnole, un espace où les arbres sont éloignés les uns des autres d'environ une dizaine de mètres. C'est des arbres très adaptés au terrain local, là, qui est un peu léger, un peu séchant. C'est donc des chênes tausins, chênes des Pyrénées. Et donc ces terrains-là sont, j'allais dire, quand on les regarde, on se dit c'est idéal pour pratiquer quelque chose et l'exploiter directement qui s'appelle l'agroforesterie. C'est un terrain où on pourrait accommoder la présence de l'animal avec la présence de l'arbre. Et c'est ce qui est resté d'une pratique, je crois, qui devait se faire depuis la nuit des temps, puisque les vieux nous racontent que les tanneries d'Asparin, par exemple, qui sont à 15 km d'ici, venaient autrefois chercher l'écorce des chênes tausins pour tanner leur peau. Au début, je me disais, mais s'ils enlèvent l'écorce, l'arbre meurt. Mais en fait, c'était pas ça. En fait, c'est des gens qui émondaient les arbres. Donc, ils les élaguaient, qui faisaient donc des chênes têtards. Et en même temps qu'ils récupéraient le bois pour le feu, ils les écorçaient pour vendre l'écorce pour les tanneries d'Asparin. Ce qui fait qu'en maintenant la ressource, l'origine de l'arbre, ils avaient un revenu dans le bois et dans le tanin, parce que le tanin, ça devait rapporter plus que le bois lui-même, le bois pour se chauffer l'hiver. Et donc, ils avaient besoin de leurs arbres, donc ils les protégeaient. Et pour les protéger, ils avaient aussi d'autres occupations, puisqu'ils étaient essentiellement éleveurs. Et il y avait l'animal sous l'arbre. Et ça a modelé un paysage et une flore, puisqu'on retrouve, si on regarde là, tous les printemps, c'est fabuleusement vert. Malheureusement, les pratiques agricoles ont un peu évolué. Autrefois, il y avait des brebis qui pouvaient pâturer ces espaces-là à partir du mois de la moitié d'avril, 18 avril par là, puisqu'on ne les trayait que jusque par là. L'arrivée des laiteries industrielles qui veulent de plus en plus de lait a fait qu'on traite jusqu'en mois d'août. Et il vaut mieux les avoir à la maison pour les traire que dans la montagne, donc on les garde le plus longtemps possible. Et ces zones intermédiaires qui n'étaient pas très loin des maisons, qui sont ici à 100 mètres de la commune, ont été peu à peu délaissées. Et c'est ce qui fait que les gens les ont sous les yeux. Et comme il n'y a aucun animal, il y a de la broussaille. Pour eux, c'est insupportable. Et c'est là que la réaction stupide, c'est il y a de la broussaille, il faut enlever la broussaille et on brûle. Ce qui est dangereux, c'est que en même temps que la broussaille qui brûle, il brûle aussi le système. Parce que si un jour on veut revenir en arrière et on veut repâturer sous ces espaces-là, parce que c'est pas évident que dans 20, 30 ou 40 ans, on sera dans la traite industrielle, peut-être aussi que l'utilisation des espaces naturels avec des productions plus naturelles, ça pourra aussi payer. Je ne sais pas si on pourra encore récupérer ces espaces-là. Mais bon. Si on revient sur les arbres têtards, c'était une façon de faire assez particulière. Puisque dans le reste, y compris de la France et de l'Europe, on trouve des arbres têtards, c'est-à-dire des arbres qui sont émondés à 3-4 mètres, qui à 15 ans sont émondés à 4 mètres, qui font une repousse qui sera réexploitée dans 15 ans. On trouve ça plutôt en bordure, dans les haies. Au Pays Basque, et surtout sur la montagne, j'allais dire, proche de la maison, depuis Sarre jusqu'à pratiquement ici le début de la Soule, il y avait une pratique d'arbres, mais d'arbres répartis dans l'espace. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des haies, c'était des sous-bois, puisqu'on avait l'animal pour pâturer au printemps. Il y avait aussi la fougère qui poussait l'automne. Et l'exploitant pouvait cueillir la fougère, faucher la fougère, il avait une litière pour l'hiver. Et après la récolte j'allais dire de la fougère, il y avait des glands, puisque les chênes qui avaient repoussé, peut-être pas les premières années après la coupe, mais quelques années après, produisaient des glands.
ce qui fait une production de 2-3 tonnes de nourriture pour l'animal, parce que l'animal mangeait le gland. Donc ça faisait un système qui en même temps alliait la production de bois et donc l'usage très particulier d'une partie du bois, parce que en l'occurrence, si on n'exploite que le bois, ils n'auraient pas besoin de telle surface pour exploiter le bois pour que leur propre maison. Ils n'exploiteraient pas autant de bois. Par contre, si une partie du bois était, en tout cas l'écorce, était utilisée pour les tanneurs, il est probable qu'il y avait une petite économie là-dedans qui faisait que ça faisait tourner l'ensemble. Et vous disiez que quelque part, avec l'agroforesterie entre guillemets moderne, on recomprend tout ce mécanisme-là. Oui, oui, à la limite, on est en train d'inventer l'eau tiède avec l'agroforesterie moderne. Il y a ce système-là avait tout compris. Moi, je suis très, très, très regardant. J'essaie de trouver, quand on trouve une opération, quand on voit faire les gens ou quand on voit ce qu'ils ont fait, il faut un peu comprendre pourquoi ils le font. Et généralement, ce n'est pas une action comme ça. C'est un système qui s'installe et le système fonctionne. À long terme, en tout cas, c'est le système qui fonctionne. Si c'est qu'une action individuelle, ça dure le temps de la bonne volonté de l'individu. Mais si le système s'équilibre, se met en place, s'équilibre, et tout compte fait est rentable économiquement, ça dure très longtemps. La présence de haies bocagères, j'allais dire, il y a là aussi plusieurs périodes. Il y a la période, j'allais dire, où les haies, en tout cas les arbustes en haies, servaient de clôture et de limite. C'était avant l'invention du barbelé. Puisque, après tout, dans un pays d'élevage, si vous voulez garder les animaux, il vous faut quelque chose. Ici, il y avait l'aubépine, l'églantier, l'épine noire, le prunelier. Et si vous mettez ça relativement planté serré, ça fait une clôture impeccable. Il est passé des périodes difficiles. Donc les années, j'allais dire 40-50, mon père racontait que quand il avait acheté une maison qui était un peu soumis à la bonne volonté des voisins pendant quelques années, et quand il est arrivé, il n'y avait pas un arbuste dans les haies, puisque les voisins, on n'avait pas encore inventé le but à gaz, et donc les voisins, pour se chauffer, ils avaient utilisé leurs arbres plus les haies du voisin. Donc il y avait, ici aussi, il y a des périodes où on a exploité, surexploité. Et puis après est arrivé le barbelé, le grillage. Et ce pays qui aime les choses nettes, bien faites, est tombé amoureux du barbelé, du grillage. Et donc on a supprimé les petits arbustes en haies pour mettre des haies propres, donc barbelé et grillage. Il y a un petit retour en arrière, parce que tout compte fait, ils se sont rendus compte qu'un barbelé, ça tient 15 ans, enfin les piquets tiennent 15 ans, et qu'il faut tout refaire. Donc dans une carrière, ça vous fait refaire toutes vos clôtures 3 ou 4 fois. Donc c'est un peu compliqué. Et moi j'ai des voisins qui étaient tout à fait barbelés grillage, qui maintenant laissent pousser les ronces, parce que c'est aussi pratique. Et il faut évidemment passer, maintenant il y a des appareils pour ça, des épareuses pour nettoyer, pour garder les haies dans des normes sérieuses. Mais bon, ça revient, j'allais dire ça revient. Après, c'est sûr que l'arrivée du tracteur a eu tendance à augmenter les surfaces, puisqu'après tout, quand c'était des petites parcelles, c'était facile. Quand on labourait 4 heures le matin, 4 heures le soir, on n'avait pas labouré de grandes surfaces, mais on avait labouré une parcelle. Si vous doublez la surface, vous ne pouvez pas partir en laissant la moitié de la parcelle finie. Donc il faudrait 2 jours de suite labourer, ça ne va pas du tout. Non, donc, plaisanterie mise à part, l'arrivée du tracteur a fait qu'on a supprimé beaucoup d'arbres fruitiers dans les bordures, de haies pour augmenter les possibilités du tracteur. Ça, c'est vrai. Il y a une légère réflexion qui est en train de se faire par rapport au climat, quand même. Et tout à l'heure, vous me parliez de labour dans le sens de la pente. Il commence à y avoir des réflexions parce que c'est vrai que la culture, ça se transmet pas forcément toujours en agronomie. Et donc, le fils, sachant mieux conduire le tracteur que le père, avait tendance à imposer sa façon de faire par rapport au savoir du père. Peut-être que là, il s'est perdu quelques notions de bon sens. Après, il faut quand même dire qu'ici, les parcelles labourées sont minoritaires. C'est le pays de la prairie, quand même. Sauf que il y a eu une période où on se devait de refaire les prairies.
Et il a fallu supporter pendant une petite vingtaine d'années le fait que les gens préféraient refaire leur prairie que de travailler une prairie un peu ancienne. Ça revient, parce que... Mais tout est une question économique. En fait, c'est l'économie qui commande. Ils se sont rendus compte que renverser une prairie qui, même s'il était un peu moins rentable, avait l'avantage d'être présente. Le climat qui est un peu changeant dans ce pays faisait que c'était compliqué de le faire à temps. Ces travaux-là. En plus, on s'est rendu compte, les agriculteurs se sont rendus compte que peut-être dans les prairies naturelles ou plus naturelles, il y avait une autre diversité qui faisait que l'herbe s'adaptait mieux parce que le climat étant changeant, si quelques herbes, quelques variétés sont plus coriaces par rapport à la sécheresse, on a un peu de verdure, alors que si on n'a qu'une seule variété qui ne s'adapte pas à la sécheresse, il faut refaire, on est cuit. Donc il y a quand même des réflexions qui font que ça va à peu près dans le bon sens, c'est que la prairie naturelle qui faisait rigoler il y a quelques années a commencé à être prise très au sérieux, et aussi parce qu'économiquement, bien exploiter une prairie naturelle dans un pays où il pleut presque 2 mètres d'eau par an, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors, le feu. La considération pour le feu dépend des générations. Mon père est décédé il y a une dizaine d'années, 90 ans. Le feu était un outil. D'accord ? Moi, j'ai pratiqué avec lui quand j'avais 15-20 ans. On brûlait certaines parcelles à certaines époques. On ne brûlait pratiquement une parcelle que tous les 4 ou 5 ans. Quand on était dépassé par la nécessité. Mais il faut dire qu'on exploitait 6 hectares. Il y avait environ 6 vaches. Il devait y avoir un petit demi-hectare de maïs. Il devait y avoir 4000 m² de vignes. Il y avait 30 ou 40 brebis, ça faisait beaucoup sur le même territoire. Donc, il n'y avait pas de refus à faucher. Tout était pâturé. Et on pâturait ce que maintenant l'INRA appelle, l'INRA appelle les espaces intermédiaires, c'est-à-dire que les parcelles qui étaient proches de la maison, qui étaient souvent des communaux ou des délaissés des voisins qui n'y venaient plus, mais il y avait un accord tacite. Et au printemps, très tôt, il y avait des animaux dessus. Donc, dès que l'herbe poussait, les animaux consommaient. Donc, talage immédiat, donc vigueur pour la graminée qui poussait, et il y avait la présence de l'animal. Il pousse dans ce pays de la fougère à ne plus pouvoir tenir. Sauf si vous avez des animaux très tôt au printemps, quand la fougère est très tendre, l'animal casse la fougère. Et un endroit surpâturé, la fougère pousse, mais ne devient pas unique et dominante. Le gros inconvénient, c'est quand vous laissez la fougère devenir dominante. Si vous brûlez en plus la fougère qui est devenue dominante, vous brûlez les graminées qui sont dessous, le reste de graminées qui est dessous, et la fougère redomine. Donc, des gens ont dit, c'est la fougère. Mais non, la fougère n'aime pas le feu. La fougère est la première à partir, couvre le sol, donc la photosynthèse ne peut plus se faire pour les graminées au ras du sol, la fougère gagne. Si vous cassez cette fougère, et il y a des Anglais, etc., qui se sont mis à inventer des machines pour casser la fougère, c'est des espèces de rouleaux-fac, là, qui roulent au printemps et qui cassent la fougère. Si vous cassez la fougère, la graminée arrive à taler, arrive à grainer, et donc se ressème, avant que la fougère ne domine. Donc il y a des graines, il y a une réserve. Bon, tout ça, pour revenir au feu que nous on utilisait, entre les brûlis, et suivant, on brûlait tous les 4-5, c'était rare, un événement presque. Mais quand on brûlait des petites surfaces et on avait préparé le feu. Et on était 15 voisins. Voilà. Maintenant, 15 voisins, c'est impossible, sauf si vous faites un méchoui, peut-être que vous allez les avoir. Mais encore, c'est juste. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. En tout cas, ils ne s'en donnent pas les moyens. Et malheureusement, les gens allument et laissent faire le feu. Ça, c'est stupide. Et même criminel, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, pour en revenir à l'usage du feu,
Il y a aussi l'époque, parce que si vous brûlez certaines parcelles, les expositions faisaient ça. C'est-à-dire qu'on brûlait en novembre certaines parcelles, je ne me rappelle pas exactement, je crois me rappeler que les parcelles exposées nord étaient brûlées en novembre, très tôt, et les parcelles exposées sud étaient brûlées beaucoup plus tard. Mais bon, donc il y avait un savoir-faire qui se transmettait, mais alors, il y avait aussi une surveillance, parce que tout à l'heure on parlait de bocage, mais quand vous avez des haies qui sont constituées de pruneliers et d'églantiers, si le feu passe dedans, vous n'avez plus de haies. Donc on surveillait ces haies. Donc le voisin, quand il vous disait qu'il allait peut-être mettre le feu, on y était. Et maintenant, j'ai un voisin, ça fait 2 fois qu'il me brûle ma clôture. La dernière fois, je lui ai dit, maintenant tu m'amènes des piquets, tu me les plantes, parce que ça suffit maintenant. Mais il met le feu, parce qu'il a une prime pour nettoyage de sa parcelle. S'il a un contrôle, s'il a pas nettoyé, ça ne va pas. Et il me brûle ma haie, ça ne va pas ça. Alors, tout à l'heure on parlait de comment faire. Moi, mes voisins, tout à l'heure je vous ai dit que je l'avais menacé, mais je ne les menace plus. Je leur dis simplement, calmement, assez souvent, je ne suis pas d'accord. D'accord? C'est tout. Moi, je ne brûle pas. Et en tout cas, je ne veux pas que tu brûles chez moi. Ça, c'est sûr. Et je ne suis pas d'accord. Chez toi, tu es patron, mais je trouve que c'est stupide de brûler. Je lui ai dit à ce voisin, je lui ai dit 3 fois, 4 fois. La dernière fois, il m'a demandé lui-même, il m'a dit, mais tu crois pas qu'on pourrait planter quelques châtaigniers là en dessous? Donc, je n'ai pas encore gagné. Mais s'il plante quelques châtaigniers en bordure, il n'allumera pas, parce que c'est à lui. Et donc, il faut... Et c'est ça, on va leur faire planter des trucs. On leur dit, pourquoi tu ne plantes pas pour l'ombre de tes animaux, tout ça. Et si on leur fait planter, et que c'est eux qui ont planté, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui a planté, ou que la commune a planté, on s'en fout, c'est pas pareil. Mais si c'est eux qui plantent, donc il faut leur dire, moi je leur dis. Et je veux plus me mettre en colère. Parce que si je me mets en colère, il se défend. Le résultat, on est fâché. Lui, il est sur ses positions et moi sur les miennes. Moi, je ne veux plus. Moi, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Voilà. Moi, je plante des arbres. Je veux que tu respectes mes arbres. Et si tu en plantes toi, je vais t'aider. Donc, je crois bon, celui-là, il a 55 ans. Hein. J'ai mis du temps. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps. Mais je ne renonce pas. Je crois que à la longue... Alors après, tout à l'heure on parlait de réflexion. Cette histoire de nettoyage et surtout de primes liées au fait que ce soit entretenu. Voilà. Si entretenu c'est brûlé, c'est pas bon. Et donc il y a quand même quelque part, le législateur n'est pas stupide, le législateur il a dit c'est de l'agropastoralisme, donc c'est pour de l'animal. Donc pourquoi ne pas lier la subvention pour nettoyer à la présence de l'animal 6 mois après le résultat. Si 6 mois après le résultat, on lui donne la prime, mais si 6 mois après le résultat, il n'y a pas d'animaux, ça veut dire qu'il doit rembourser. Mais ça, a priori, si quelqu'un en parle, ça va faire autant de bruit que le feu. Je crois qu'il faut arriver à un stade comme ça, parce que c'est l'effet pervers. Il y a beaucoup de feux qui sont allumés parce qu'il faut nettoyer. Et je crois que même le voisin, mon voisin, il a laissé le feu pendant... Il n'a pas brûlé sa parcelle pendant 15 ans. Et là, je ne sais pas s'il a eu un contrôle ou quoi, là il a brûlé 2 fois de suite, ça ne va plus. Ouais. Donc moi je crois qu'il y a cet effet. Après, comment on peut faire? L'histoire de la plantation. Et puis c'est des éleveurs. Tout à l'heure on disait, l'éleveur, il a un souci, c'est son troupeau. Donc, si on arrive à lui faire rentrer dans la tête qu'un hectare de châtaignier, ça produit autant de farine qu'un hectare de blé, et qu'il n'a pas besoin d'aller acheter la semence et préparer le terrain, tous les ans, il a ça à disposition de ses animaux, 3 tonnes de farine, c'est... Voilà, ça peut être intéressant. Donc, on lui dit, voilà, si ça, c'est même rentable de laisser la forêt. À ce moment-là, peut-être que ça viendra. Il faut du temps. Je crois qu'il faut du temps, il ne faut pas renoncer. Et moi, j'ai connu des périodes où c'était peut-être où on était moins nombreux à. Maintenant, il y a de la virulence dans l'anti-feu, mais bon, peut-être qu'il faut être nombreux, calmement, et dire voilà, non, on arrête ça.
Mais il ne faut pas les mettre sur la défensive. D'après moi, hein, mais bon. L'histoire de toujours mon voisin qui brûle, alors que pendant 10 ans il n'a pas brûlé, c'est l'histoire des subventions. Il faut trouver un biais. Il faut trouver un biais. Présence d'animal obligatoire 6 mois après. Voilà. Mais alors on va dans le vrai sens. C'est pour ça que c'est fait. Ces subventions sont faites pour ça. C'est pour du pastoralisme, donc de la présence d'animal. Si on n'a pas d'animal, s'il n'y a pas d'animal, il ne faut pas brûler. Ouais, c'est aussi simple que ça. Si on a des animaux et qu'on peut faire une production pour ces animaux, parfait. On peut aussi lier, faire de l'agroforesterie. Et il faudra, je pense que c'est pas perdu, c'est pas gagné. Il faudra du temps. Il faut être constant. Il faudra ne pas oublier. Ne pas oublier. Et peut-être convaincre des gens qui ne disent rien. Parce qu'actuellement, vous avez ceux qui sont positivement contre le feu et ceux qui se défendent avec des arguments, avec des arguments qu'ils trouvent. Il y a toute une masse de gens qui ne disent rien. C'est peut-être eux qu'il faut convaincre de dire simplement non, pas plus. Il y a un argument qu'il faut travailler, à mon avis, qui est sorti il n'y a pas très, enfin qui est là, qui est la qualité de l'air. Là, on joue pour la totalité de la population. La France va être condamnée pour manque d'action sur la qualité de l'air. Et quand on a ces feux qui brûlent dans les Pyrénées, et que les basses vallées sont sous le couvert, les gens qui respirent dessous, quelque part, ils peuvent dire quelque chose, je crois. Je crois qu'il y a ça. Il y a ça, après, il y a le fait qu'on joue contre, y compris la richesse de l'ensemble. Une forêt qui pousse, c'est du carbone qui est pris, et deux, c'est quand même un jour de la matière première qu'on pourra utiliser, que ce soit pour le feu, mais pour le chauffage, ou pour l'énergie, ou pour plein de choses. Si on brûle des broussailles pour rien, ça va pas. Même économiquement, c'est indéfendable. Voilà. Si c'est pour mettre l'animal, on peut. Pour moi, c'est un avis, on peut, mais dans certaines conditions. Parce qu'on sait que si on met les 3 dents, c'est-à-dire si on met de la brebis, de la vache et du cheval, on doit pouvoir tenir un paysage, on doit pouvoir le tenir. Voilà, mais ça, de notre côté, il faut jouer sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il faut aussi aider, c'est-à-dire que l'animal qui va servir à brouter, il n'est pas actuellement économiquement forcément rentable. Donc il faut lui trouver une sortie économique intéressante. Voilà. Donc, par exemple, ce pays qui essaie de trouver pour une variété de brebis un peu perdue, un peu des broussailles, une sortie économique, en le valorisant, en l'élevant 3 ans plutôt que de le vendre à 6 mois, voilà. Là, et là, on peut même intéresser des gens en leur disant, attention, si tu fais ça, tu vas même gagner des sous. Donc, tu fais en même temps, tu évites d'être sous le feu de la rampe, je veux dire, parce que personne ne te reproche de brûler tes parcelles. En plus, tu as des animaux puisque tu es éleveur, que tu vas bien pouvoir soigner et bien vendre. Donc, mais il faut être sur force de proposition partout, et puis positionner contre le feu, quoi. Enfin, contre le feu stupide.